Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Allez, aujourd'hui, on continue notre série au fil des saisons avec Yves Gillen au Jardin des Marais. Suivez-moi. Bon, bah alors, maintenant, on s'en va. On a vu le compostage en surface qui est la réplique de la forêt. Mm. Mais quand on a un grand jardin, on a toujours un excédent de matériaux. Et là, on va parler du compost. Ici, on est sur l'aire de compostage. Donc, j'ai préparé quand même quelques matériaux. Mais ce que vous avez vu, le broyat, grâce à cette machine que vous avez déjà vue, sans doute, à l'action. Machine merveilleuse. Machine merveilleuse. Ouais. Le H-Paille ou H-Lamb. C'est l'ancêtre des broyeurs à végétaux. C'est clair. Et tu sais qui l'a inventé, ça? Ça date de combien de ah bah ça, de c'est siècles, du ça 19e siècle. 19e siècle. Il fallait être riche pour s'acheter du matériel agricole. Ça servait, en Bretagne, on s'en servait pour broyer des ajoncs pour nourrir les chevaux de trait. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle le H-Land. En Bretagne, on appelle ça, mais ou H-Paille. Fabriqué dans la Mayenne. Ah, elle est désamorcée. Faut surtout pas la désamorcer. Alors, quand tu dis désamorcer, c'est-à-dire qu'il y a un engrenage qui, Bah ouais, qui pousse, il y a pousse la paille. deux rouleaux cannelés. Voilà. Est-ce que je peux aider quand même? Je sais que tu veux pas. Attends, si, tu vas m'aider si ça vient pas. Voilà, tu vas mettre tes deux mains. Là, tu te mets là, tu as ton pied. T'es droitier? Je suis droitier. Ton pied est par Gauche. là, tu vois, parce que pour pas t'affaler. Et tu gardes les deux mains dessus et tu tournes. Là, il n'y a pas d'effort puisqu'il n'y a rien dedans. Ouais. Et je te remplacerai aussitôt. Là, tu tournes à cette vitesse-là, pas plus. Vas-y, les deux mains dessus, hein, pour être sûr. Donc là, tu tiens. Recule si c'est en prise. Là. Alors, vas-y, tourne. Ouais, dis donc. Accélérer. C'est la roue d'inertie. Là, on prend, on pousse, on tire, on pousse, on tire, on pousse, on tire. Alors, vas-y, là, tu pousses, tu tires, tu pousses, tu tires. Voilà, c'est parti. Si on n'a pas la chance d'avoir cette machine, sur un billot, avec un outil tranchant, une serpe droite, parce que souvent, ça c'est une petite serpe, mais une serpe droite, quand on n'a pas cette chance-là, une serpe droite, elle n'a pas la corne, là. Alors, souvent, la corde, c'était pour attraper le bois, pour pas se baisser. Ouais. Hein. Donc, avec une serpe droite, on prend des matériaux. Ah, c'est pas aussi bien, c'est un peu plus grossier, mais ça le fait quand même. Tu cherches à respecter une certaine longueur, 10 cm. C'est de façon à ce que ça soit aisé à distribuer sur l'espace. Alors si on a des matériaux plus grossiers, genre renoué du Japon, qui est un matériau riche en carbone et excellent. Et alors, riche en carbone, comme tu le dis, excellent pour l'automne, mais maintenant tu le mets. Toujours épiderme et le derme dans la forêt, l'humus et les feuilles mortes carbone, les branches mortes carbone, feuilles mortes carbone, et l'humus et l'épiderme et le derme. Donc ce qu'on va faire là tout à l'heure en démonstration. D'accord. Alors ça c'est le carbone, tandis que ça c'est l'azote, ça. Oui, ok. Ouais. Donc c'est de l'ortie. Alors les déchets de cuisine, les tonnes de gazon. Bon, moi j'ai pratiquement pas de gazon et il est sous l'eau là. Oui, il est sous l'eau. Alors sur des matériaux plus grossiers, même combat, tout se recycle et plus on le coupe menu, plus on va. C'est un peu comme une purée, quoi. C'est beaucoup plus digeste pour les micro-organismes.
les animaux décomposeurs, hein, et plus facile à distribuer. Plus facile à distribuer. Donc, pas d'excuses. Si on n'a pas ça, on se rabat sur un truc comme ça. Alors ça, c'est la caserne d'Ali Baba, ça. Ah. Ici, il n'y a pas de moteur, c'est pour respecter le silence des végétaux. Hein. Le silence des végétaux. Oui, il n'y a pas plus bruyant que l'homme sur cette planète, et plus on a de moteur, plus on a d'emmerde. Donc ici, tout à la main. Donc le hache-paille, ou à défaut, coupé sur un billot. Et pour couper l'herbe, bah, c'est ça. Ou la faucille. Alors, la faux, ici c'est à la faux. Tu coupes tes roseaux à la faux? Non. Non. Je les coupe à la faucille. Alors justement, on va parler de ces outils-là, ça a beaucoup d'importance. Dans les jardineries, on trouve des faux à vendre. Mais ne pas confondre le fauchon, ça c'est la débroussailleuse, ça. D'accord. Donc elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus épaisse. Elle est faite pour ça va aussi vite qu'une débroussailleuse à moteur, parce que on peut pas m'imaginer avec un moteur dans le dos, puisque j'ai horreur des moteurs à explosion. Ouais. Donc ne pas confondre. Quand on va pour s'acheter une faux dans le commerce, si c'est pour couper de l'herbe, il faut que ça soit une grande lame. Si c'est une lame courte, c'est une débroussailleuse. Ça, c'est fait pour couper les ronces. Ou même un arbuste de la grosseur de mon pouce, là, et se fait découper en quelques secondes. D'accord. Donc, ça, c'est le fauchon, et ça, c'est la faux. Et pour que ça coupe, il n'y a qu'une solution, il faut la battre. Et ça, tu le fais avant chaque utilisation? Quand vous avez l'impression que ça coupe plus, oui. Un bon faucheur. Alors, comme je dis, je serai un des meilleurs faucheurs de ma génération, mais je serai un des plus mauvais des générations qui m'ont précédé. Ouais. Qui rigoleraient. Ouais. Donc, je reste un amateur. Donc, on enlève la faux. Je vais garder ma clé précieusement. Et l'enclumette, justement, si ça avait, l'enclumette, c'est ça, il y a différentes formes, mais il y a toujours un cran d'arrêt, c'est pour l'enfoncer dans le sol, parce que les bons coupeurs, ils coupaient 1,5 hectare par jour. Et ils emmenaient toujours leur marteau et leur enclumette, et ça c'est le cran d'arrêt pour la pas poser que au ça sol. s'enfonce plus, c'est pour battre la faux. Alors, ici, c'est sur un billot. C'est déjà préparé. Ouais. C'est de l'acier très tendre, comme les faucilles, mais pas les serpes. Les serpes, c'est de l'acier trempé. Si on tape dessus avec un marteau, ça casse comme du verre. Donc, il faut amincir le métal un peu comme un chaudronnier. D'accord. Alors, si vous avez des choses très tendres à couper, comme en ce moment l'herbe est très tendre, il faut qu'elle soit très fine. Si c'est des matériaux plus grossiers ou plus faciles à couper, il n'y a pas besoin de l'amincir énormément. Et alors, quand j'arrive là, elle se repose sur ma cuisse pour pouvoir continuer à la battre. Il n'y a que comme ça que ça coupera. Et la pierre n'est faite que pour relever le fil. C'est-à-dire que quand vous coupez, on finit toujours par taper dans un truc plus dur. Il y a une bavure qui va se faire d'un côté ou de l'autre. Donc, de temps à autre, c'est ce qui permet au faucheur de se reposer. Il arrête, il contrôle s'il s'accroche à la main. Et s'il s'accroche, il sort sa pierre et il remet le fil bien droit. D'accord. La pierre n'est pas faite pour aiguiser. D'accord. Les pierres qu'ils vous vendent sont abrasives, c'est des véritables limes. Puisque moi, ça doit être du schiste. Ouais, c'est lisse comme tout. Et ça, c'est vraiment une de vieux là, du coin. Là. C'est simplement pour faire ça. D'accord. Alors, ça permettait aux faucheurs de décontracter un petit peu. Les articulations. De se reposer. Voilà. Alors, donc, en revenir, on va aller faire une petite démonstration. C'est ce que j'allais dire, parce que tout ça, c'est pour, on va aller faire une démonstration. Pour du concret. On va emmener la pierre quand même. D'accord. Et puis, on va emmener cette carricelle là.
on vérifie que ça n'accroche pas. Et hop. On a oublié toute cette... Ah oui, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Et c'est efficace. Et encore, je suis pas un grand faucheur parce que je fauche occasionnellement tous les ans un peu, mais c'est comme tous les métiers. Il y avait un pommier là que j'ai coupé. C'est en fauchant qu'on devient un faucheur. Ah oui. Et puis il y a des matériaux plus faciles à faire que d'autres. Hein. Ça c'est très facile à faire. Oui. C'est quand même mieux que d'avoir un moteur dans le dos. Hein. C'est sûr. Voilà. Surtout dans l'environnement où tu es. Bah oui. Donc ça, dans ton compost, c'est la partie azotée. Oui, ça c'est l'azote. Si j'avais une pelouse, ce serait mes tombes de gazon. Ce serait tes tombes de gazon. Alors je vais expliquer ça en montant le tas de compost. D'accord, ça marche. C'est un cours de jardinage que je vous offre, là. Oui. Et je l'offre à vos visiteurs de Boîte Magique. Là. Absolument, c'est bien pour ça qu'on vient te voir. Le cours de première démarche à faire, c'est de savoir recycler ses végétaux à domicile. Oui. Alors, vous vous souvenez, on a parlé du compostage en surface, la réplique de la forêt. L'épiderme et le derme, le rapport carbone-azote, 1 tiers d'azote pour 2 tiers de carbone, c'est-à-dire une brouette de tonte de gazon épongée par 2 brouettes de paille ou de feuilles mortes. Donc le compost, ça se fait à deux périodes favorables. En plein hiver, les micro-organismes sont trop froids. En plein été, ils ont trop chaud. C'est au printemps et à l'automne qu'on monte son tas de compost. D'accord. On stocke les matériaux sur l'aire de compostage au fil des saisons, au fil de l'hiver et de l'été. Voilà. Et à un moment précis, quand on a le temps, à l'automne ou au printemps, et là on est au printemps, on va mélanger du humide et du sec. Donc faire un tas de compost, d'abord, je crois que ça va devenir obligatoire. Oui, c'est ça. Depuis le 1er janvier. C'est un geste d'éco-citoyenneté, c'est éviter d'encombrer les déchetteries. Les déchetteries ont fort à faire avec nos ferrailles, nos plastiques et nos produits chimiques. Tout doit être recyclé à domicile. C'est un cycle, la nature, tout retourne à la nature. Donc, ça ne se fait jamais sur du béton. Toujours à même le sol pour qu'il y ait un échange avec les micro-organismes. Ça ne se fait jamais non plus en plein soleil, ça se fait sous le couvert de sureau ou de noisetier. Ça, c'est un couvert végétal. Oui, mais ce sont des arbustes qui, au niveau des racines, accélèrent la décomposition de la matière organique. D'accord. Si tu faisais ça au pied d'un chêne, tu le fais crever. Ok. Le chêne, c'est un colosse au pied d'argile. Ouais. Très fragile, très sensible à un chêne. Et le noisetier et le sureau. Et première couche, alors, à même le sol, on pourrait creuser 10-15 cm, on met la terre de côté, ce sera le levain. Car on nous vend des activateurs de compost, oui. Mais rien de tel qu'une pelletée de terre, puisque dans 1 gramme de terre, il y a 1 milliard de micro-organismes. Plus on mettra de terre dans son tas de compost, plus vite ça se transformera en terreau. D'accord, et donc il faut mettre la terre végétale. Comme vous désherbez qu'il y a de la terre au bout, si ça ne fait pas une trop grande cavité, c'est excellent. D'accord. Hein? Et si on a fait une petite cavité, on la recomble avec des menus branchages qui sont difficiles à broyer. On fait une première couche de menu branchage. Là, en l'occurrence, c'est des tailles de bambou. Donc, rapport carbone-azote est bon puisque le bois, c'est le carbone et les feuilles, c'est l'azote. Et après, on va alterner les couches. Alors là, j'avais préparé... Donc là, cette couche-là de bambou que tu as mis, elle associe les deux. Il y a et de l'azote avec les feuilles
et du carbone avec les tiges. Quand ça va se décomposer, le rapport est excellent. Ouais. Ouais. Et moi, ça me débarrasse. Ça m'évite de... Bon, si j'avais un broyeur plus puissant que ça, mais ça, pour passer, c'est assez difficile. Ouais. C'est assez dur, puis ça désamorce comme je suis tout seul. Ouais. Et surtout ne pas brûler. Donc voilà, les menus branchages comme sous-couche. Et après, on va alterner le sec. Alors, le sec, évidemment, ça, c'était un pré-compostage. Qu'on avait vu. C'était pas stocké ici, c'était stocké là-bas. D'accord. C'était dans l'eau, j'ai ramené ça avec ma brouette en cuissarde. J'ai mis des tôles ondulées pour pouvoir que ma caricelle roule sur les tôles ondulées. Enfin bon, donc, c'était en prévision, ce matériau en pré-compostage, c'est la litière de marais qui a été fauchée et qui était en attente. Donc là, on est sur la couche carbone. Donc là, on est sur la couche carbone. Alors, une fois qu'on a mis une couche de ça, on met une couche de ça. Voilà. Nos fameuses tailles. C'est ça. Les fameux fauchages. C'est ça le rapport carbone-azote. Alors, on pourrait tout broyer. Plus ce serait broyé, plus vite ça se décomposerait. Oui. Si tout était passé à la moulinette, en moins de 3 mois, je pourrais avoir un compost mur prêt à l'emploi, comme là-bas, le plus mûr, c'est ce qui est au pied du conteneur. Ça va servir cet été, c'est à demi-mur. Il était là, il est repassé là. Oui, c'est ce qu'on a vu au Parce que plus on les bouge, plus on accélère le processus. D'accord. Ouais. Donc, si l'eau remontait par là-dessus, ce serait bloqué momentanément. Ça ne va se décomposer qu'en milieu anaérobie. Donc, un compost doit toujours sentir la forêt. Et si ça sent mauvais, c'est qu'il y a trop aussi. Là, au bout de quelques jours, ça finirait par chauffer. Oui. Et c'est l'émission de gaz méthane dans l'atmosphère, donc pollution atmosphérique. Un excès de, comme on voit comme par hasard, les tas de compost, ils sont faits au fond du jardin, près du voisin. Bon, un compost, ça doit être beau, ça doit être propre, ça ne doit pas sentir mauvais, ça ne doit pas gêner les voisins. À l'automne, puisqu'on est au printemps, à l'automne, on avait des feuilles mortes et des broyades du carbone, hein, l'équivalent un peu de ce que j'ai là. C'est maintenant qu'il faut monter son toit de compost. Mais par contre, si vous n'aviez que des feuilles mortes ou que des broyades branchages, c'est du carbone, ça n'évolue pas. Ça va mettre un temps fou à se décomposer parce que c'est coriace. À ce moment-là, on a la ressource. Si on a beaucoup plus de carbone que d'azote, la ressource, c'est d'arroser pour accélérer le processus. D'accord. Mais l'idéal, c'est une brouette de tonte de gazon pour 2 brouettes de pailloux de feuilles mortes. C'est ça l'idéal. Alors, tous les végétaux sont recyclables. Les peaux de banane, les peaux d'orange, bien sûr. Mais de toute façon... Et là, tu as amené la cendre parce que c'est un... Alors, la cendre, c'est le squelette des végétaux. C'est phosphore, calcium et... Potassium. Potassium. Et surtout potassium. Voilà pourquoi il faut... Pour s'en débarrasser, il faut saupoudrer, mais surtout pas balancer le bidon plein en une seule fois. Parce que le potassium attaque la vie, comme la chaux vive. Donc va réduire, si on en mettait trop, ça va flinguer les micro-organismes qui sont utiles pour transformer la matière organique. Ouais. Alors je recommence une couche de verre. Alors les peaux d'orange, les peaux de banane, bien sûr. Bio ou pas bio, hein. Bio ou pas bio, la poubelle n'est pas faite pour ça. Si elles ne sont pas bio, elles vont véhiculer momentanément des molécules indégradables et réduire l'activité microbienne. Et momentanément, c'est un moindre mal. Vous n'avez pas des brouettes entières de peau de banane ou de peau d'orange. Il serait plus important de s'inquiéter de l'orange ou de la banane qu'on met dans son propre estomac que de savoir si on va mettre la peau ou pas la mettre dans le tas de compost. Tous les végétaux, et même les déchets carnés. Mais on ne met pas un poulet crevé sur un tas de compost, on creuse, on enfouit, on recouvre. Mais des déchets carnés, oui.
les coquilles d'huîtres, les coquilles d'œufs, Ouais. tout ça, tout est recyclable. Et alors, est-ce que tu remues quand même de temps en temps ou pas du tout? Alors, si on a le temps et la force, on le retourne, et si on retourne, plus on accélère le processus. Et si on le retourne au moins, qu'on a bien respecté le rapport carbone-azote, et qu'on l'a retourné au moins une fois, en l'espace de 6 mois, il peut avoir cette allure-là, presque à demi décomposé. Ouais. Si votre compost est mûr au-delà d'1 an, voire 2 ans, vous avez confondu foutoir de végétaux avec tas de compost. Un compost, ça doit être mûr entre 6 mois et 1 an. Et si on prenait le temps de tout passer finement à la moulinette, c'est-à-dire au broyeur, en moins de 3 mois, on pourrait avoir un compost mûr prêt à l'emploi. Mais ça se rapproche de l'exploit. Les petits conteneurs à compost ont été distribués pour les petits jardins urbains des gens qui n'ont guère que des déchets de cuisine. Seulement, si vous mettez des déchets de cuisine, c'est comme ça. Alors, ça chauffera pas, évidemment, parce que le volume, c'est quoi, une petite cuvette, une petite bassine tous les jours ou tous les 2 jours de déchets de cuisine. Mais à la longue, il y aura des moucherons, des mauvaises odeurs. C'est parce que c'est trop azoté. Il faut avoir dans un autre conteneur ou en vrac une botte de paille ou des feuilles mortes ou des broyats de branchage. Et à chaque fois que vous mettez un seau de déchets de cuisine, vous rajoutez du carbone par-dessus. Et là, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de moucheron. C'est ça le rapport carbone-azote. C'est le mélange de l'humide et du sec. Alors, dans ce genre de compost parce que là, avec l'azote, là, je vais le faire monter entre 50 et 70 degrés. Aucune graine dite mauvaise ne vont résister. Donc là, il y a une destruction complète. Oui, c'est ça. Pas de crainte d'avoir Mais dans les petits conteneurs où la température ne montera pas, on fait attention à pas mettre ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou des plantes malades. Mais sinon, les plantes malades, même des tomates qui ont eu le mildiou, peuvent aller au tas de compost, à condition de faire au minimum 1 mètre cube pour être sûr de le faire monter entre 50 et 70 degrés. Et il montera entre 50 et 70 degrés qu'à condition d'avoir mélangé de l'humide et du sec. Il faut contrôler le temps que ça chauffe. C'est dans 3 jours. Mais déjà, dès demain, je vais venir contrôler si ça chauffe. Alors, il suffit de mettre un bout de ferraille. C'est un compost qui va se décomposer assez rapidement parce que le pré-compostage, le matériau riche en carbone est déjà pré-composté. Donc ça va aller très vite. Ça servira dès le mois de septembre. Alors justement, ce tas de compost, je ne vais pas y toucher. Alors, je pourrais le retourner au bout de 15 jours, 3 semaines pour l'accélérer, c'est-à-dire le passer là, par exemple, si j'ai la place. Si j'ai la place, si j'ai le temps et la force. Et sinon, un tas de compost monté au printemps, il faut qu'il soit terminé à la mi-juin. Et surtout ne pas le toucher jusqu'à la mi-septembre, parce que les couleuvres viennent pondre tous les ans dedans, des centaines d'œufs. Et la couleuvre, comme tous les animaux, ce sont des auxiliaires au jardinage biologique. Je termine toujours avec la phrase de Claude Aubert, qui est le fondateur de la Revue des 4 saisons, qui est un pionnier qui a écrit des très très beaux ouvrages sur l'agriculture même, enfin un bio, c'est un pionnier du bio. Et il le dit, fais-moi voir ton tas de compost, je te dirai quel jardinier tu es. Et ça pardonne pas. Donc ça doit être beau, ça doit être propre, ça ne va pas sentir mauvais, ça ne va pas gêner tes voisins. C'est comme de faire un gâteau, ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et on termine par un dôme de terre ou une bâche, si c'est l'hiver, une bâche pour éviter qu'il se fasse lessiver. L'idéal, c'est de l'utiliser le plus vite possible. Une tôle, une bâche, enfin, souvent, moi, je fais un petit dôme de terre pour terminer le compost.